Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième webinaire sur les enjeux de la télésurveillance médicale en oncologie, un webinaire organisé par Continuum+. Alors la télésurveillance en oncologie est aujourd'hui célébrée comme une avancée majeure pour améliorer la prise en charge des patients cancéreux, mais également l'organisation des services hospitaliers. Encore faut-il que ces derniers réussissent à l'intégrer dans un cadre adapté. Alors, pour faire simple, dans le webinaire précédent, nous avons vu pourquoi la télésurveillance. Nous allons voir maintenant comment la télésurveillance, qui fait quoi, quand et comment. Donc l'objectif de ce deuxième webinaire, c'est vraiment de vous rassurer sur vos capacités à intégrer la télésurveillance dans votre établissement et avoir une vision très claire des différentes étapes de sa mise en place. Et afin d'être le plus concret possible, nous avons fait appel à 3 intervenantes qui ont déjà expérimenté ou qui sont en train d'expérimenter la télésurveillance et qui vont nous expliquer comment elles sont parvenues à la mettre en place et surtout à la rendre efficace. Julie Valette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice innovation et transformation aux hôpitaux Paris Saint-Joseph Marie-Lalonde. C'est bien ça. Guillaume Gault, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Continuum+. Merci d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'être en direct avec Adeline Morel. Bonjour, docteur Morel. Vous êtes oncologue médical au CLCC François Baclès à Caen. Et nous avons également avec nous en ligne Emmanuel Joguet, qui est cadre de santé au service oncohématologie au CHD de Vendée. Donc merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Et Julie, on va commencer avec votre témoignage. Racontez-nous comment vous avez procédé pour mettre en place la télésurveillance dans votre établissement, en tout cas à l'hôpital Saint-Joseph. Quelles sont les étapes que vous avez dû franchir pour un déploiement efficient de ce dispositif? Je sais que ça n'a pas été forcément très très simple. Toute chose nouvelle et toujours apprenante. Oui, vous avez un peu suivi les plats de vous, en fait. Comme d'autres, je crois, à différents niveaux, effectivement. Parce que vous l'avez fait dans quel cadre, en fait? Nous, on a commencé, en fait, dans le cadre d'une expérimentation, ce qui est un petit peu différent par rapport à tout autre projet. C'est vrai qu'il y avait un début et une fin. C'était une expérimentation financée par la région Île-de-France, c'est ça? C'était dans le cadre d'un appel à projet, effectivement, qui a été financé par la région. Donc, voilà, il y avait un début et une fin. On ne se projetait pas forcément sur un après. Donc ça aussi, ça a borné un petit peu les choses au démarrage. Néanmoins, comme tout projet, ça demande les mêmes étapes et on commence toujours par un cadrage et la définition d'un périmètre pour ce projet-là. Mais avant de peut-être vous délivrer les différentes étapes, moi, je voudrais vraiment insister sur les prérequis, en fait, pour lancer de tels projets d'innovation. Vraiment, d'inscrire ce projet dans un service, que ce soit le projet d'un service, le projet que ça soit défini dans un projet médical. Ça, c'est vraiment collectif et porté par une vision, par un chef de service ou un directeur d'établissement. Alors justement, juste quelques mots sur cette vision. Qu'est-ce que vous entendez par là précisément? Vous voyez, bien que ça soit réglementé, la télésurveillance, en fait, ça reste une pratique nouvelle. Donc, c'est adopter une nouvelle façon de prendre en charge les patients c'est pas du tout anodin pour les équipes qui sont déjà en place. On va améliorer la qualité de la prise en charge, mais c'est quand même une pratique nouvelle pour les équipes. Donc, ça s'accompagne et c'est vraiment un changement culturel, en fait, dans les établissements de santé. Donc, s'il n'y a pas une incitation poussée autre que par, évidemment, aussi des incitations financières qui ne sont pas forcément à la hauteur ou évidentes pour les établissements de santé, il faut derrière une vraie vision médicale, paramédicale, qui engage une équipe, puisque une vision, ça aide à adopter les nouvelles pratiques. Quels sont les autres prérequis? Voilà, il y a cette vision. Ensuite, je dirais que quand même, c'est quand même le principal prérequis. Voilà. Et après, bien évidemment, les bons ingrédients, c'est l'organisation. Donc, si vous voulez qu'on revienne peut-être, je ne sais pas, sur les différentes étapes, comme vous me le demandiez. Bien sûr, ouais. Donc, c'est vrai que d'abord, il faut réunir vraiment toutes les parties prenantes. Ça, c'est aussi des choses essentielles. C'est pas qu'une histoire de médecins ou de paramédicaux. Il y a aussi les pharmaciens, bien sûr, mais les équipes administratives. Voilà, les équipes techniques, que ce soit la DSI, mais aussi le parcours patient. Nous, on a un parcours patient dans notre établissement, donc c'est vraiment important que tout le monde entende au même moment, dès le démarrage,
pourquoi on va y aller, pourquoi on se lance et avec quelle finalité. Donc ça, c'est vraiment une étape indispensable. Après, bien sûr, il va falloir redéfinir le parcours patient, revoir les différents points de contact aussi qu'on a avec le patient pour essayer de simplifier les communications avec les patients et puis que ça évite de faire une pollution, que ce soit le mail, d'un coup la plateforme ou alors le téléphone ou le secrétariat. Il faut vraiment harmoniser tout cela pour que ça soit le plus fluide possible et puis bien sûr que ça soit cadencé dans un planning, dans le temps et puis avec un retour d'expérience pour réadapter nos erreurs. Bon, et en pratique, comment ça s'est passé dans votre établissement? Est-ce que ce changement a été compliqué à mener? Quels sont les principaux freins que vous avez pu rencontrer? Comme je vous le disais, au démarrage, c'était parti d'une expérimentation et on n'a pas forcément intégré ça sans couture dans notre projet d'établissement. Donc, on a commencé en se heurtant avec plusieurs canaux de communication qui coexistaient. On n'avait pas forcément interfacé la plateforme avec le dossier patient informatisé. On n'avait pas forcément restructuré le planning des infirmières qui suivaient ces patients via la plateforme. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, ça nous a permis, ça a été vraiment une opportunité de se remettre en question, de revoir l'organisation. Et ça a été une force aussi, l'ergonomie de la plateforme, puisque je vous rappelle qu'on était dans ce cadre d'expérimentation dont on testait à la fois la plateforme, la solution, et puis aussi l'organisation. Donc on a pu challenger aussi Vous avez un peu équipes. essuyé les plâtres, quelque part, Oui, mais en même temps, c'est sûr. vous avez été un peu pionnier, ou en tout cas, c'est sûr que c'était vous avez quelque chose pu de permettre nouveau. d'améliorer les choses. Et pour le service, Et pour le service, et j'espère, pour le la partenaire plateforme avec aussi. qui on expérimentait. Bien sûr, Ouais. puisque Guillaume, oui. voilà, Julie Valette nous a dit votre design, il faudrait un petit peu l'améliorer. Donc on a embauché quelqu'un spécialement sur la partie, comme on dit, UI, UX, pour améliorer. Je crois que le rendu est quand même assez satisfaisant maintenant. Et pourquoi vous avez commencé le suivi des patients hors les murs ou la réorganisation de l'hôpital de jour? Alors, c'est vrai qu'on a commencé par le suivi hors les murs des patients sous thérapie orale. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que ça nous a fait grandir et qu'on s'est mis à organiser aussi un HDJ primo-prescription, donc avec plusieurs professionnels réunis autour d'un patient au démarrage de sa cure. Et puis là, vous voyez, on avance encore, on continue de grandir. Et là, on est en train de voir pour pouvoir prendre à la fois les patients Péros et à la fois les patients IV. Donc, on est en train de faire grandir ce projet vraiment pour l'intégrer dans un service hors les murs dédié au sein du service oncologique. Bon, merci beaucoup, Julie, en tout cas, pour votre témoignage. Donc, on a bien compris qu'il était indispensable de bien définir le périmètre concerné par la télésurveillance. Et à ce sujet, nous allons pouvoir également bénéficier de l'éclairage de 2 professionnels de santé qui ont introduit la télésurveillance dans leur établissement. L'une en consultation externe pour le suivi des patients hors les murs, recevant des thérapies orales, et l'autre en hôpital de jour pour les injectables. Adeline Morel, vous êtes avec nous en direct. Consultation externe, hôpital de jour. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la différence en matière de télésurveillance entre ces 2 cas de figure et nous rappeler leurs enjeux respectifs? Alors, déjà pour commencer, si on organise de la télésurveillance, bien entendu, c'est pour le patient. Pour le patient, pourquoi? Le fait de réaliser une télésurveillance va permettre de détecter de manière plus prématurée d'éventuels effets secondaires et justement plutôt de conseiller au patient et de l'orienter en cas de besoin pour éviter que l'effet secondaire ne s'installe et ne s'amplifie. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer sa qualité de vie pendant le traitement, qu'il soit injectable ou Péros. La différence la différence va être plutôt organisationnelle entre les thérapies injectables et les thérapies orales, puisque sur l'injectable, ce sera plutôt pour l'établissement, effectivement, de pouvoir peut-être mieux anticiper la chimiothérapie. Aujourd'hui, tous les établissements ne font pas d'anticipation, ou ceux qui en font, ça peut nécessiter des appels téléphoniques auprès des patients qui peuvent être chronophages à la fois pour les équipes et qui peuvent être aussi pas toujours attendus pour les patients parce que les patients sont en train de faire leurs courses, ils ont d'autres activités parce qu'ils ont quand même leur vie à côté de leur maladie. Et des fois, ça peut aussi les déranger, au moins
avec un outil de télésurveillance, ils peuvent remplir leur questionnaire quand ils ont le temps, du moment que ce soit fait dans les 48 heures avant leur venue en hôpital de jour. Pour le médecin de l'hôpital de jour, ça lui permet d'anticiper la prescription de la chimiothérapie ou pas, puisque si vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas, à la fois sur son évaluation de son état de santé ou sur ses paramètres biologiques, ça peut contre-indiquer soit une venue, soit nécessiter une consultation, mais pas forcément dans le cadre de l'hôpital de jour et plutôt auprès de son médecin référent. En ce qui concerne la thérapie orale, c'est différent puisque là, c'est le patient qui va s'administrer son propre traitement. Donc, si l'on veut qu'il soit bien observant, qu'il prenne ses traitements sans trop d'effets secondaires et maintenir une qualité de vie, il faut quand même que l'on s'assure que le traitement soit pris quotidiennement et que, en cas d'effets secondaires détectés, on puisse le rassurer, lui rappeler les règles hygiéno-diététiques si besoin. Et c'est vrai que et orienter vers une consultation, peut-être de manière plus prématurée, puisque les patients sous thérapie orale n'ont pas toujours des consultations toutes les semaines ou toutes les 3 semaines, comme ils peuvent l'avoir lors de l'injectable. Ça peut être une consultation tous les 3 mois avec le médecin référent, avec le scanner d'évaluation. Donc, il est un petit peu plus dans la nature et donc, ça nous permet vraiment de mieux anticiper et mieux gérer les effets. Et en pratique, concernant ces thérapies orales, comment vous avez procédé pour la mise en place de la télésurveillance médicale pour ces patients? Alors, pour la petite histoire, au centre François Baclès, alors moi, je suis oncologue médicale sur la pathologie mammaire et mon arrivée au centre a permis déjà de mettre en place la consultation tripartite de primo-prescription des thérapies orales. Donc finalement, c'est la pathologie mammaire qui a pu bénéficier de ce type de consultation. Et finalement, c'est grâce au Covid, je vais dire, où on a pu commencer à tâtonner la télésurveillance, puisque le premier confinement nous a beaucoup fait réfléchir aussi. Et il fallait limiter les allées-venues auprès de l'établissement. Et c'était notamment les patients sous thérapie orale pour lesquels on pouvait éviter ces allers-retours. Et finalement, on ne pouvait pas le faire sans rien. Et on a pu tester l'outil de télésurveillance Continuum. Et finalement, on a eu des bons retours patients. C'était la priorité aussi. Et même pour les infirmières qui étaient là lors de la consultation de primo-prescription, elles avaient le suivi du patient. C'est elles, du coup, qui gèrent le suivi du patient. Et elles étaient satisfaites de la suite que ça apportait de la primo-prescription. Donc ça, c'était pour la mise en place. Et puis, comme ça a plutôt bien fonctionné, on a eu les équipes pour pouvoir assurer cette télésurveillance, parce que avoir un outil, c'est bien, mais s'il n'y a personne derrière, je pense qu'on ne le dira jamais assez, ça servira à rien. Donc, effectivement, il faut des équipes médicales et paramédicales pour assurer la gestion des alertes et puis pour pouvoir orienter le patient en fonction des alertes. Merci beaucoup. Merci Adeline pour votre témoignage. Alors, on va parler maintenant de la télésurveillance dans les cas de thérapie injectable. Et là, je vais m'adresser à Emmanuel Joguet, qui est avec nous en direct du CHD Vendée, du site de La Roche-sur-Yon. Emmanuel, vous êtes donc en direct avec nous. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous attendez déjà de la télésurveillance pour ce type de patient ? Alors bonjour. Alors nous, ce qu'on attend, c'est que depuis quelques années, nous avons constaté que la file active des patients augmentait et qu'on ne pouvait plus accueillir les patients dans un parcours standard. Et donc, on a réfléchi pour assurer une prise en charge de qualité à une nouvelle organisation avec la télésurveillance. L'objectif, en fait, de cette télésurveillance, c'était d'améliorer et de fluidifier le parcours patient. Simplement en améliorant le suivi de nos patients en intercure, en sécurisant le parcours et en diminuant le temps de présence des patients en hospitalisation de jour par l'anticipation des traitements de chimiothérapie et en optimisant le temps médical. Alors, quelles ont été pour vous les clés du succès ?
Alors, les clés du succès, dans un premier temps, on a travaillé en fait sur le parcours avec l'équipe médico-soignante, pardon. On a réfléchi à l'anticipation validée des chimiothérapies. Et donc, cette anticipation des chimiothérapies se fait grâce à un bilan biologique et à la télésurveillance. On transmet un questionnaire aux patients en amont de leur venue en hospitalisation de jour via la plateforme Continuum pour recenser la gestion des événements indésirables des chimiothérapies pendant l'intercure. L'objectif, c'est de prendre en charge directement le patient à son arrivée en hospitalisation de jour par une infirmière et d'éviter d'avoir une consultation médicale. Pour mettre en place tout ça, on a travaillé donc étroitement avec l'équipe de Continuum pour pouvoir adapter la plateforme à nos besoins et à la réalité du terrain. Et donc, on s'est réunis régulièrement pour mettre à plat le parcours actuel du patient, pour définir tous les protocoles de surveillance et des traitements qu'on souhaitait utiliser. Et puis, pour définir le rôle de chaque intervenant sur les inclusions des patients, le suivi des alertes, sur la gestion des événements indésirables, sur la validation de la venue du patient, et puis les préparations du traitement avec un OK chimio la veille de la venue du patient en HDJ. On a formé avec l'équipe Continuum les professionnels du terrain au fur et à mesure, donc les coordinatrices, l'équipe médicale. Et puis, la société Continuum s'est mise en lien avec notre équipe de direction des services numériques pour essayer de gérer l'interopérabilité avec notre logiciel métier. Et enfin, on a déployé la plateforme sur le service sur l'ensemble de nos filières onco-logie, hématologie et médecine interne. À ce jour, on a la plateforme qui est déployée depuis le 4 juin. C'est une plateforme qui répond tout à fait à nos attentes. L'équipe s'est plutôt très bien adaptée à ce logiciel qui est assez simple d'utilisation. J'allais vous poser la question justement. Au niveau de l'équipe, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de frein particulier. Au contraire, il y a plutôt une adhésion générale. Oui, tout à fait. Il y a eu une adhésion générale parce que effectivement derrière, il y avait une plus-value dans nos organisations pour accueillir le patient. Et combien de temps a pris ce déploiement de la télésurveillance dans votre centre ? Alors, la télésurveillance s'est déployée très vite. Du coup, on a commencé à travailler en fin d'année dernière sur nos protocoles avec l'équipe Continuum. Et cette plateforme a été déployée en 1 semaine. Du coup, en 2 jours, l'équipe a pris en main l'outil. Et l'équipe Continuum est plutôt restée en appui sur le reste de la semaine si on avait des questions. Mais elles se sont plutôt bien adaptées. Merci beaucoup Emmanuelle et merci en tout cas à toutes les 3 pour vos témoignages très instructifs qui, je pense, vont rassurer plus d'un sur la faisabilité de cette télésurveillance en oncologie. Elles y sont arrivées, alors pourquoi pas vous, mais elles y sont arrivées aussi parce qu'elles ont été bien accompagnées et justement aider les établissements à trouver l'organisation la plus adaptée. C'est une des missions de Continuum Plus. Guillaume, vous leur proposez véritablement un accompagnement sur mesure, hein. Bien, absolument. Parce vous essayez en tout cas. Voilà, donc vous avez compris les enjeux qu'il y a autour de la télésurveillance. Ce n'est pas uniquement un outil, c'est une organisation. Et donc, on va commencer par une phase de cadrage pour établir, comme l'a indiqué Julie, la vision pour l'établissement et la gouvernance du projet. Alors la gouvernance, c'est important aussi. Il faut créer un comité de pilotage au niveau de l'établissement qui va permettre de cadrer le projet, ses attendus, ses bénéfices, et puis acter le lancement du projet et le suivre. Mais voilà, ce comité de pilotage, il doit être aidé d'un groupe projet. Et donc, nous réalisons aussi la création d'un groupe projet pour structurer le projet, bien définir les besoins et choisir la solution de télésurveillance la plus adaptée. Et ensuite, que valide, bien sûr, le comité de pilotage.
Peut-être revenir sur cette phase de cadrage qui est essentielle. Julie le disait, c'est vrai que c'est la phase la plus importante. Oui, c'est une phase très importante qui peut prendre du temps et il faut le prendre. Comme on l'a entendu avec Emmanuel Joguet, finalement, ça peut être relativement court. En une semaine, on peut déployer, mais cette phase de cadrage, elle peut prendre beaucoup plus de temps. Et en l'occurrence, au CHD Vendée, elle avait pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est là où on va, dans cette phase, définir le périmètre de déploiement. Donc, quelle filière, quels organes est-ce que c'est l'oncologie ou est-ce que c'est l'onco-hématologie les thérapies orales, on l'a entendu, ou l'HDJ. Voilà, c'est important de bien s'entendre sur ce périmètre. Et puis, on va définir la séquence de déploiement. Est-ce que ça va être généralisé, c'est-à-dire qu'on va la mettre en place sur toutes les filières en même temps, ou de façon séquentielle? Voilà, on a vu à l'hôpital Saint-Joseph, on a commencé par les thérapies orales, puis on est allé sur les thérapies injectables. Bref, en ayant fait ça, on n'a fait que la moitié du chemin, puisqu'il faut identifier ce qu'on appelle, nous, les prérequis. Et les prérequis, en fait, ils se classent en 6 catégories. Donc, il y a un prérequis qui concerne la contractualisation pour la télésurveillance. Il y a une dimension informatique également. Il y a une partie sur la finance, sur l'organisation. Il y a des prérequis sur les ressources humaines et sur la formation. Voilà. Alors justement, au niveau informatique, c'est un peu le nerf de la guerre, ce qui peut en effrayer plus d'un. Comment réussir ce cadrage? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Oui, on l'entend systématiquement. Quelle est l'interopérabilité? Donc l'interopérabilité, c'est clé. Et on a beaucoup avancé. D'ailleurs, l'ANS nous a beaucoup aidé dans ce sens, puisque toutes nos solutions sont validées par l'Agence du numérique en santé et doivent permettre d'être en lien avec les services socles du numérique en santé. Et donc, pour un établissement, la question, elle est aussi très simple en termes d'interopérabilité. Quel flux mettre en place? Et bien ça, c'est le fruit d'une discussion qu'on doit avoir avec le DSI. Et je vous donne un exemple. Voilà, comment peut-on faire pour éviter de ressaisir 2 fois l'identité du patient, ou comment s'assurer qu'on fasse remonter les informations qui sont complétées par le patient dans le dossier informatisé. Voilà, autant de sujets de ce type. Et après cette phase de cadrage, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, une fois que l'on a fixé la gouvernance, le périmètre, les prérequis qui sont donc attendus d'un côté de la part de la direction, puis également des acteurs, donc, on passe à la phase de structuration. Et cette phase de structuration va découler sur la mise en place. Et donc, pour cela, on réalise ce qu'on appelle chez nous une feuille de route. Et cette feuille de route, elle comprend toutes les étapes clés, depuis la redéfinition des parcours de soins jusqu'à la formation des acteurs. On s'assure ainsi que tous les prérequis que l'on a listés dans la phase de cadrage sont réalisés. Et il faut, par exemple, en matière d'interopérabilité, s'assurer que les flux sont en place avant de donner le go live. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, en matière de formation, par exemple, on aide beaucoup les établissements. On a une formation désormais spécifique pour les équipes médico-soignantes à la télésurveillance médicale, qui est complétée de la formation sur la plateforme, ce qui fait qu'on permet aussi de former au moment du lancement, mais également au moment de la vie du projet, parce que les gens bougent dans une organisation. Les internes changent, les équipes médico-soignantes changent, donc il faut être en mesure de pouvoir les former, et donc on réalise ce type d'accompagnement. Et vous faites tout ça tout seul? Alors, on fait ça bien sûr avec les établissements, mais cette compétence, nous l'avons internalisée chez Continuum Plus, et c'est un choix de former et d'accompagner. Et il y a donc une personne qui va coordonner cela pour l'ensemble. Néanmoins, nous sommes une équipe de 5 personnes en charge du déploiement sur la dimension technique, sur la dimension organisationnelle et sur la dimension commerciale. Et on accompagne nos établissements de A jusqu'à Z, jusqu'au jour du déploiement, donc le Go Live, en assurant une présence sur site pendant 1 à 2 journées. Et puis, la semaine qui suit, on suit le déploiement sous forme de hotline, et on est mobilisé pour toutes les équipes de l'établissement.
on attache une attention particulière à l'humain et aussi à tous les moindres détails. Mais ce qu'on souhaite faire vivre à nos utilisateurs, c'est une expérience la plus fluide possible et par une présence humaine la plus importante. Chez Continuum, on a tendance à dire le numérique c'est bien, mais le numérique humanisé c'est mieux. C'est mieux, c'est un bon slogan. On va prendre juste quelques questions avant de conclure ce webinaire. Une question pour vous, Guillaume. Quid de la HAD? La télésurveillance médicale peut-elle se faire dans le cadre de la HAD? On a quelqu'un qui est affûté sur le sujet. Oui, écoutez, l'HAD est au cœur de notre réflexion, mais même action, puisqu'on a un module HAD qui est en test actuellement dans un CHU. Et donc, on est aujourd'hui en mesure de considérer l'HAD également dans le scope qu'on a décrit. Alors, autre question, là ça va être pour peut-être Adeline ou Julie. Existe-t-il une différence d'organisation entre une télésurveillance médicale pour les patients sous thérapie orale versus les patients sous thérapie injectable? Adeline. Je sens que vous avez envie de répondre. J'aurais tendance à dire, alors c'est vrai que ça dépend effectivement des organisations, des établissements. Chez nous, on a quand même scindé la prescription de la thérapie orale, c'est d'un côté, et l'hôpital de jour, les injectables de l'autre. Donc c'est vrai que tout ce qui est thérapie orale, en fait, chaque patient, en fonction de son organe, ce sont ces médecins et ces infirmières d'accompagnement en fait qui réaliseront la primo-prescription et l'infirmière d'accompagnement, c'est elle qui va réaliser la télésurveillance. En ce qui concerne l'injectable, c'est donc en hôpital de jour, c'est comme dans beaucoup d'établissements, c'est une équipe dédiée d'hôpital de jour pour la validation des chimiothérapies, quelle que soit la pathologie. Donc finalement, ce sont pour moi, c'est deux équipes différentes qui gèrent la thérapie orale ou l'injectable. Ce qui est différent chez nous, par exemple, où les équipes sont au même endroit et nous, on est plutôt sur un projet de commun entre les deux. D'accord, donc chacun trouve en fait la structure la plus adaptée qui va correspondre à l'établissement. Ce que je disais, c'est du sur-mesure en fait, ce que vous faites. Bon, il est temps de conclure ce webinaire. Mesdames, je voudrais évidemment vous laisser le mot de la fin. Vous avez bénéficié des services de Continuum Plus, donc c'est vous qui quelque part en parlez le mieux. En quelques mots, comment vous pourriez qualifier votre expérience déjà dans ce déploiement de la télésurveillance dans votre établissement et de votre expérience aussi avec Continuum Plus? Emmanuel? Très positive pour nous. Du coup, nous, on a vu vraiment un gain dans nos organisations parce que, effectivement, comme je vous disais, le nombre de patients augmente sur les prises en charge en cancérologie et du coup, nos locaux n'augmentent pas forcément à cette hauteur. Et donc, du coup, c'est vraiment une plus-value d'avoir cette télésurveillance parce qu'on peut anticiper en amont les traitements de chimiothérapie en ayant pris contact avec le patient auparavant. Et en plus, cette prise de contact en amont nous permet de valider des chimiothérapies en ayant connaissance des données patients et en diminuant le risque de perte de traitement onéreux. Merci beaucoup Emmanuel pour votre précieux témoignage. Merci encore. De rien. Adeline, un petit mot, en quelques mots. L'expérience, c'est ce qui est important, c'est tout l'accompagnement pour la mise en place de la télésurveillance. La formation, la disponibilité aussi de l'équipe de télésurveillance, parce que si on a un souci ou le patient a un souci, il faut quelqu'un qui soit réactionnel derrière. Et puis effectivement, il faut que ça s'adapte sur le plan organisationnel. C'est à l'établissement de voir quelles équipes il met en face de l'outil pour gérer cette télésurveillance. Merci Adeline. Julie? Écoutez, moi je parlerai de collaboration. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé puisqu'on, comme vous disiez, on essuyait les plâtres, on essayait beaucoup de choses. Donc ça a été beaucoup d'allers-retours entre nous, de discussions, d'écoute. Et puis aussi, je pense que Continuum Plus a été à l'écoute de nos demandes, de nos besoins et de pouvoir se remettre en question sur effectivement l'ergonomie dont on parlait tout à l'heure. Donc ça a été plutôt c'est un partenariat. Et en dehors de l'ergonomie, est-ce qu'il y a d'autres choses à améliorer encore ou... Il y aura toujours quelque chose.
en fonction des différentes fonctionnalités que les soignants vont demander. Nous, de notre côté, ça va être la disponibilité. Donc, on prévoit de doubler l'équipe qui va être en mesure de déployer donc dans les établissements. Donc, voilà, ça, c'est l'enjeu auquel je souhaite m'attacher, c'est qu'il y ait, que tout le monde puisse être servi voilà, dans le cadre de cet accompagnement humain. Un grand merci à tous les 4. Merci à tous de nous avoir suivis et puis peut-être à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.